Bonsoir Martino Pizzi. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce soir, car vous êtes historien et cette conférence sera donc passée sous le signe de, de la rigueur historique. Vous êtes né à Milan en 88, vous êtes encore très jeune. Vous avez fait votre licence à l'Université de Milan, puis les différentes universités que vous avez fréquentées, c'est l'Université de Lyon, et puis aussi Paris 4, Paris 8, pardon. Vous avez soutenu une thèse en 2017, les Juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme, 1921-1943, et vous avez vous poursuivez ce travail en postdoc en allant au-delà de la période de 43 à 67, la dispersion des Juifs italiens. Et ce projet que vous avez d'abord mené avec une bourse du Mémorial de la Shoah, vous le poursuivez à l'IHTP, c'est-à-dire l'Institut historique du temps présent, et l'Université de Paris. Donc c'est avec grand intérêt que nous allons vous écouter nous parler des registres italiens de l'état civil du consulat italien de Tunis, perspective d'une source méconnue. Avant de vous laisser la parole, je voudrais m'adresser à ceux qui ne font pas encore partie du cercle de la généalogie et vous inviter à nous rejoindre. J'ai laissé sur le chat l'adresse du cercle. N'hésitez pas à nous contacter, à visiter le site, à aller également sur le site de Facebook. Nous avons une revue dont la directrice fait partie des auditeurs, c'est Joëlle Lalouche. Nous avons des groupes d'intérêt, suivant le lieu d'où viennent vos ancêtres. Nous avons aussi des sources riches, des sources documentaires, et nous sommes riches aussi d'une solidarité, d'un travail qui se fait en commun. Martino Pizzi, c'est à vous. Merci Claire, merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci le public pour avoir voulu participer à cette séance. Donc, comme anticipé, je ne suis pas généalogiste, mais je suis historien. Du coup, disons, j'essayerai d'écrire les sources que je vais présenter d'une perspective historiographique, donc utilité pour la recherche, utilité pour des travaux scientifiques, mais en même temps de les présenter d'une façon, disons, très accessible, avec un vocabulaire le plus possible universel, sans mais coincé dans des interprétations trop spécifiques. Donc, j'espère vraiment d'être très clair, d'être intéressant et d'apporter un regard nouveau sur une source qui est parfois méconnue. En fait, les registres de l'état civil sont d'habitude assez utilisés dans la généalogie, mais dans ce cas spécifique de l'état civil du consulat italien de Tunis, c'est une source assez méconnue. Moi-même, il m'a fallu quelques années pour pouvoir l'approcher, quelques mois pour pouvoir y accéder après avoir découvert son existence. Et du coup, c'est un peu une analyse que j'ai pu approcher par hasard presque, et qui a apporté quand même des réponses nouvelles à des questions anciennes. Donc, c'est un peu sur cette perspective que je vais présenter ces types de sources. Donc, moi, je me suis intéressé, comme anticipé par Claire, à l'histoire des Juifs italiens de Tunisie, donc à la communauté qu'on appelle aussi livournaise. Après, je vais faire une petite présentation de cette communauté et quel est l'intérêt des registres d'état civil consulaire italien. C'était donc une recherche qui a essayé un peu de reconstruire le profil démographique de cette population, comprendre un peu certaines thématiques sociales comme les pratiques matrimoniales, comme les rapports avec les autres communautés. Et ce n'était pas facile de sortir un peu de la dimension de l'anecdote, de la dimension un peu personnelle, familiale. Moi, je voulais approcher ces thématiques avec aussi l'appui de sources quantitatives, sérielles. Et dans les archives françaises et tunisiennes, je n'avais pas trouvé
trop des sources, disons. Dans les registres, j'ai pu effectivement trouver des sources qui me permettaient de dresser des premières statistiques, donc qui ne sont pas du tout exhaustives, bien sûr, parce que la source, on le verra, présente quand même certaines limites, mais qui permettent déjà d'avoir un regard nouveau sur une population dont tout le monde connaît un peu l'histoire générale, mais presque personne connaît les particuliers les plus cachés. Donc, cette présentation à moi, ça va être organisé en 3 parties. D'abord, je vais présenter. J'avais toute une petite question. Est-ce que vous voyez aussi la fenêtre avec les visages, avec tout le public? Chacun peut choisir son mode d'affichage. Parfait, parce que moi j'ai choisi une version voilà, qui me permet quand même d'avoir une fenêtre sur le public assez grande qui, disons, prend un peu d'espace par rapport aux diapos. Et je voulais m'assurer que tout le monde quand même avait une vision plus complète de la mienne. Donc, oui, c'est donc le choix de chacun. Parfait, alors ça marche. Donc, comme je disais tout à l'heure, la structure de la présentation prévoit d'abord une petite introduction au fond, juste pour comprendre un peu à ceux qui n'ont pas pu aborder, par exemple, le registre de l'état civil, de quoi s'agit-il, quelle est leur importance au niveau historique et au niveau généalogique. Ensuite, je passerai un peu à décrire les enjeux, les perspectives et aussi les limites méthodologiques de l'usage des registres d'état civil consulaire pour des recherches en histoire, et en particulier pour la recherche en histoire que j'ai menée. Et ensuite, je proposerai quelques pistes de recherche que je peux aborder, développer, et les résultats que j'ai pu attendre. Donc, première chose que je voulais présenter, c'est un peu l'état civil. Donc, on parle d'état civil, c'est quoi l'état civil? Je proposerai une espèce de présentation par cercle. Donc, je partirai par l'institution la plus générale, l'état civil, pour arriver ensuite à l'état civil consulaire italien à Tunis, qui est en réalité beaucoup plus précise, contextualisée dans une région et une époque bien définie. Donc, l'état civil, c'est deux choses, en fait. C'est d'un côté l'ensemble d'informations personnelles qui identifient un individu. Et ce sont des informations qui n'existent pas en soi. Ce sont le résultat d'une déclaration. Une déclaration qui donc prévoit deux acteurs, l'individu lui-même qui déclare ces informations, notamment des naissances, des mariages ou des morts, et le service public qui est chargé d'enregistrer, de rédiger ces déclarations selon des moyens codifiés, selon une forme très précise, et de les conserver ensuite. Du coup, on voit qu'il y a d'un côté disons une nature performative de l'état civil, c'est le résultat d'une action, quelqu'un qui va vers un officier de l'état civil et déclare des informations. Et de l'autre, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent s'en charger de l'état civil. Ça peut changer pendant les époques et selon la région. En France, par exemple, en ancien régime, l'état civil public n'existait pas. C'était les paroisses qui s'occupaient de rédiger ce que, à l'époque, était pratiquement le descendant de l'état civil. Donc, il y avait les prêtres qui enregistraient dans leur registre, les registres paroissiaux, les informations qui définissaient une personne, donc les baptêmes, les mariages et les sépultures des fidèles. Après la Révolution, ce système a été aboli. Avec le décret de 20 septembre 1792, l'Assemblée législative, donc le pouvoir politique de l'époque, a constaté que toute personne était d'abord un citoyen, avant qu'un fidèle, et donc a institué l'état civil d'État dont les registres étaient tenus par des officiers de l'état civil dans les mairies. En Italie, ce système a été d'abord emporté par les armées napoléoniennes en
1906, il y a le premier code civil importé en Italie par les armées françaises. Et ensuite, après le processus de création de l'État italien qui s'est formé au cours de lutte d'indépendance au cours du 19e siècle, a été créé aussi l'État civil en Italie. L'État civil a été rendu obligatoire depuis 1871, donc 10 ans après la création du Royaume d'Italie. Nouvel État qui avait des exigences inédites à l'époque, qui prévoyait par exemple les services militaires obligatoires, des impôts à niveau national, des listes d'électeurs. Donc, il y avait dans les nouveaux États italiens la nécessité de connaître avec une certaine précision la population, de connaître le sexe, l'âge, l'instruction, le niveau social des citoyens pour pouvoir organiser mieux les fonctionnements de l'État. Et donc, à partir de 1864, les mairies ont eu la possibilité de faire des recensements de la population, un recensement qui n'était pas obligatoire et qui ont été rendus obligatoires depuis 1871. Depuis cette date, donc, même l'Italie a eu des registres d'état civil rédigés par les maires, conservés par les maires et dont les maires étaient pleinement responsables. Donc ça, c'est un peu le cadre juridique de l'état civil. Maintenant, on passe à l'état civil consulaire. C'est quoi la différence de l'état civil consulaire? La différence, c'est que l'état civil est valable aussi hors des frontières d'un État. Sauf que l'acteur administratif n'est pas le même. Dans le cas de l'état civil consulaire, c'est facile à imaginer, le nom le dit, c'est les consuls qui exercent les droits, voire l'obligation de rédiger les registres consulaires. Donc, les consuls est pratiquement le prolongement de l'État à l'étranger. Et c'est là surtout selon le droit consulaire italien. Le droit consulaire italien est très clair à ces propos-là. Les consuls sont pratiquement le représentant de l'État du point de vue administratif sur les territoires d'un autre État, donc sont les prolongements de l'administration publique, et ont le devoir de rédiger les registres d'état civil. Donc, exercent les mêmes fonctions, les consuls italiens à l'étranger, d'un officier de l'état civil. Il peut célébrer les mariages d'un concitoyen, il doit enregistrer les déclarations des naissances et des décès, etc. Il rédige, il valide et il conserve les registres d'état civil. L'état civil consulaire à Tunis. À Tunis, c'est grosso modo la même situation, avec une petite nuance, disons. C'est que dans les pays musulmans, à l'époque dont on parle, donc la première moitié du XXe siècle, une époque coloniale, les consuls européens ont davantage de pouvoirs, sont considérés presque comme des ambassadeurs. Parfois, ils s'occupent aussi un peu des politiques étrangères. Le consul italien à Tunis, par exemple, était un consul général qui avait des pouvoirs inouïs pour sa fonction. Il était le point de référence d'une population de grosso modo 100 000 émigrés au début des années 20 et qui menait une véritable politique vis-à-vis de cette population. En dehors de ça, il était aussi un officier de l'état civil qui donc était chargé de rédiger les registres d'état civil. La plupart des fois, ce n'était pas le consul en personne qui rédigeait ces registres, mais cette fonction était déléguée à des agents consulaires, à des vice-consuls, qui avaient les mêmes, disons, prérogatives et les mêmes pouvoirs en termes administratifs du consul général, et qui donc rédigeaient les registres d'état civil à Tunis et dans les villes mineures, donc Sousse, Sfax, Gabès, etc. Il y avait un seul consul, mais après, il y avait tout un réseau d'agents consulaires qui tenaient la comptabilité de la population. Pourquoi je fais cette grande introduction? Parce que cette origine, comprendre un peu qui est le producteur des registres d'état civil du consulat italien à Tunis, ça aide à comprendre aussi comment les registres ont été conservés et où ont été conservés. Les registres d'état civil, donc, du consulat italien à Tunis, n'étaient pas rédigés par un fonctionnaire territorial, mais par un fonctionnaire consulaire, qui était rattaché donc au ministère des Affaires étrangères, et donc toute la production de ces consuls était ensuite versée aux archives du ministère des Affaires étrangères. C'est pour cela que si on veut chercher les archives de l'état civil consulaire,
je parle de l'Italie, mais je crois que c'est un peu la règle dans n'importe quel pays, il faut chercher dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Dans ce cas-là, les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères qui se trouvent à Rome, dans le même bâtiment du ministère. Donc, il y a cette espèce de dualisme, il y a le même bâtiment pour les archives et pour le ministère. Et là, ils sont librement communicables. Je dis librement communicables, mais en fait, l'accès à ce type de sources est plutôt compliqué. Donc, mon expérience m'a appris qu'il y a toujours un peu de vide juridique sur la consultation de ce type de sources. J'ai découvert qu'ils sont très rarement consultés, donc même le personnel des archives ministérielles n'avait pas trop les idées claires de comment gérer ces fonds, ne savait pas par exemple quel était le délai de communication. Il y avait à un certain moment, il m'avait communiqué qu'il y avait une espèce de délai éternel, qui donc seulement les descendants avaient le pouvoir d'accéder à un acte au singulier. Au final, on a arrangé un peu la chose. Tout cela pour dire que si vous voulez faire des recherches sur ces types de sources dans des archives italiennes, bon courage. Voilà. Donc, après cette petite présentation, cette longue en réalité présentation de la source, je voulais passer un peu à l'organisation de ces registres. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dès qu'on accède à ce type de sources? On trouve des registres grand format, donc plus ou moins 1 mètre, ce sont vraiment des registres monstres, disons, chacun qui contient par page 2-3 actes, qui sont organisés, qui sont classés aux archives selon des unités. Chaque unité correspond à une ville et à une année. Donc, on trouve par exemple des registres pour la ville de Tunis en 1922, après 1923, après 1924, etc. Ce qui a permis quand même d'avoir des séries très cohérentes et très homogènes pour toute la période de l'entre-deux-guerres, qui est la période qui m'a intéressé. Et chaque unité contient 3 registres séparés. Donc, il y a le registre des états, des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès. 3 registres, une unité, chaque année pour chaque ville. Parfois, on trouve des unités un peu atypiques, c'est-à-dire que parfois, par exemple, les registres des villes mineures étaient tellement réduits qu'on les a unis à la ville de Tunis. Donc, pour certaines années, je me suis trouvé, tout en commandant uniquement les registres de la ville de Tunis, à avoir aussi un cadeau des registres de l'état civil des villes comme Sousse, comme Sfax, comme Bizerte, etc. Mais c'était vraiment aléatoire, donc j'ai préféré ne pas les traiter dans la présentation, mais focaliser sur la collection de Tunis, qui était un peu les fonds les plus complets auxquels j'ai pu avoir accès. Donc les registres sont tous du même format, donc on trouve toujours le même grand document, mais à l'intérieur, il y a des informations qui sont très différentes. Parfois, on a la chance de trouver des registres pleins d'informations, pleins d'actes. Parfois, on tombe sur des registres qui sont quasiment vides. Et chaque registre, donc, contient un nombre très variable d'actes de naissance, de mariage ou de décès. Et ces chiffres, je dirais, invitent un peu à réfléchir critiquement sur la nature de la source, sur ses limites et sur certaines petites astuces qu'il faut appliquer dès qu'on s'approche au registre d'état civil. Je vous montre juste quelques statistiques que j'ai pu rédiger. Donc, là, par exemple, il y a un tableau que j'ai rédigé sur les actes de naissance, sur les actes totaux. Donc, après, je parlerai des Juifs livournais, mais là, c'est vraiment sur l'ensemble des actes qui ont été enregistrés dans chaque registre. Au total, il y a plus de 8000 actes enregistrés entre 1919 et 1939. On voit des chiffres autour de 500 actes par an, mais avec un rythme assez irrégulier. Ça veut dire, jusqu'en 1933, grosso modo, 1934, on trouve grosso modo les mêmes chiffres par année. Et à partir de 1935, on observe une véritable chute des actes. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait penser que les Italiens, soudainement, en 1935, ont cessé de faire des enfants. Mais en fait, ce n'est pas ça la raison, en fait. La raison pour laquelle on trouve moins d'actes à partir de 1935, c'est plutôt
pour une querelle administrative. Les Italiens en Tunisie avaient des droits particuliers, presque, je dirais, des privilèges, notamment celui de conserver la nationalité italienne, même si les enfants étaient nés sur les territoires tunisiens, donc tout en étant soumis à la loi française, et ils conservaient la nationalité italienne à l'amphibie. Et cela poussé jusqu'à 1935 à enregistrer les enfants qui étaient nés sur les sols tunisiens, parce que la citoyenneté italienne n'était pas remise en cause. Mais en janvier 1935, le 7 janvier 1935, il y a un traité qui est signé entre la France et l'Italie, le traité Mussolini-Laval, qui prévoyait parmi les autres choses un changement des statuts pour les Italiens. Ça prévoyait une absorption progressive des Italiens de Tunisie dans la communauté française. À partir de 1935, les Italiens de Tunisie étaient donc dans cette perspective d'être toujours plus absorbés dans la communauté française. Et c'est là, probablement, c'est mon hypothèse, a poussé la plupart des parents à enregistrer les nouveau-nés plutôt dans des registres des villes d'origine en Italie plutôt que dans les villes en Tunisie, pour éviter que les enfants, une fois arrivés à l'âge adulte, étaient naturalisés français. Donc voilà, ça c'est un exemple, par exemple, des difficultés parfois à interpréter certaines dynamiques dans les actes administratifs. Là, on observe une chute apparemment sans une raison, parce que les Italiens ne connaissent pas une émigration improvise en 1935, donc rien qui puisse justifier d'un point de vue démographique une chute des actes de naissance. Il faut comprendre aussi les contextes juridiques, les contextes politiques de la Tunisie de l'époque, pour pouvoir un peu aborder des réponses plus profondes. Si on regarde les actes de mariage, on trouve des chiffres beaucoup plus réduits. Donc, grosso modo, 13 actes par an de mariage, ce qui est carrément un chiffre, une sous-estimation des mariages totaux. Il faut aussi dire que l'enregistrement de ces actes n'était pas obligatoire. Donc, les consuls n'avaient pas le pouvoir d'obliger les émigrés italiens à déclarer ni les naissances, ni les mariages, ni les décès. C'était un choix, d'une certaine façon, volontaire. Et cela pousse plutôt à penser que les mariages parfois étaient enregistrés dans le consulat italien, parfois étaient enregistrés dans les registres de l'état civil du commune d'origine en Italie, ou parfois dans les registres de l'état civil français. Il y avait pas mal de mariages mixtes au sens national, donc des mariages italo-français. Et ce type de mariage pouvait être célébré et donc enregistré à la fois dans les consulats italiens et dans les consulats français. Dans les consulats français, dans les bureaux de la résidence française. Cela, par exemple, explique pourquoi, au sein des actes de mariage, la population juive italienne est très surreprésentée. Donc, face à une population juive italienne qui représentait grosso modo les 4% de la population italienne totale, on trouve une présence des mariages de 47%. Ça veut dire qu'un mariage sur deux, apparemment, était un mariage où il y avait un conjoint juif, italien ou pas italien. Mais ça, c'est, disons, un artifice. C'était une espèce des manifestations administratives d'une réalité qui était en réalité très différente. Et c'est là particulièrement évident, par exemple, dans les actes de décès. Dans les actes de décès, on trouve quasiment rien. J'ai trouvé des registres qui étaient pratiquement vides. On trouve 54 actes de décès tout au long de l'entre-deux-guerres, des chiffres vraiment très basses. Si on regarde, on a presque l'impression que les Italiens de Tunisie sont immortaux. En fait, ce n'est pas du tout comme ça.
c'est le même discours que j'ai fait tout à l'heure. Il ne faut pas se laisser tromper par des actes qui sont officiels et qui semblent objectifs. En fait, il y avait une logique derrière ces sous-estimations. La plupart des décès n'étaient pas enregistrés, il n'y avait pas d'obligation, ou parfois on les enregistrait dans les communes d'origine, encore une fois. La population italienne était une population d'immigration en Tunisie très récente. Une grande partie de la population a été arrivée entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle des régions les plus pauvres de l'Italie, du sud de l'Italie, de la Sicile, de la Sardaigne, du midi de l'Italie. Et donc, il y avait encore plein de contacts avec les communes d'origine, d'où peut-être la tendance à enregistrer les décès dans les registres de l'état civil en Italie. Donc voilà. Pourquoi utiliser ces genres de sources? Et là, je passe à la deuxième partie de ma communication. Quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives et quels sont les pièges de ce type de sources? Alors d'abord, je voulais présenter la raison pour laquelle je me suis rapproché à ce type de sources. Mon but était, comme je disais au début de ma communication, d'analyser la population juive italienne. La population juive italienne, appelée aussi population juive livournaise, du fait que la plupart de ses ressortissants venaient du port de Livourne, était une population qui était arrivée en Tunisie en époque moderne, tandis que la population juive de Tunisie était enracinée dans le pays depuis l'époque romaine. Il y a toute une série de débats sur les premiers foyers des Juifs en Tunisie, mais ça remonte vraiment d'une époque très reculée. La présence des Juifs livournais est beaucoup plus récente. Ce n'est qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle qu'il y a un foyer des Juifs provenant de la ville de Livourne, originaire de la péninsule ibérique, donc d'origine séfarade, mais désormais installé à la Livourne depuis grosso modo un siècle, et qui avait décidé de passer à Tunis et dans les villes, disons, maritimes de la Tunisie pour fonder des comptoirs et après pour s'installer. Il composait une population relativement peu nombreuse, 3000 personnes pendant l'entre-deux-guerres. C'était une minorité à la fois dans la population italienne et dans la population juive autochtone, disons. Et c'était une population, disons, qui avait une très forte conscience de sa spécificité. Et là, je crois que tout le monde peut-être connaît des anecdotes sur l'honneur des Livournais, sur les caractères des Livournais qui essayaient de se distinguer du reste de la population, à la fois de la population juive tunisienne et de la population italienne catholique. Et dans ces contextes, cette, disons, pratique, cette politique identitaire visant à renforcer les sentiments d'appartenance et à discipliner le métissage avec les autres communautés limitrophes, le mariage jouait un rôle capital. Le mariage était vu comme une occasion pour renforcer les liens internes à la communauté par des unions endogamiques et marquer un peu la frontière de la communauté avec les autres acteurs sociaux de la Tunisie. Du coup, je me suis interrogé effectivement de l'ampleur des pratiques endogamiques, le poids de la mixité dans les pratiques matrimoniales, et c'était des questions qui étaient un peu restées sans réponse, du fait que je n'arrivais pas à trouver des sources bien ciblées qui permettaient, disons, d'isoler un échantillon de mariage avec des juifs livournais. Le problème, c'était que la communauté juive italienne était invisible aux yeux des autorités. Les autorités françaises citent très souvent les juifs livournais dans le rapport, mais après, il n'y a pas de statistiques ciblées sur les juifs italiens. Du point administratif, les juifs livournais pratiquement n'existent pas. La France, qui dressait pourtant tous les 5 ans, à partir de 1922, des statistiques très complètes dont on conserve en intégralité les résultats sur la population. Pourtant, on ne distinguait pas au sein de chaque population nationale, donc italien, maltais, plutôt qu'espagnol et grec,
On ne faisait pas de distinction entre catholiques et juifs, ou catholiques, orthodoxes. De toute façon, il n'y avait pas de distinction religieuse. La seule distinction religieuse qu'on faisait dans les statistiques françaises était au sein de la population tunisienne. Là, oui. Là, on trouve les statistiques pour la population des religions musulmanes et pour la population des religions juives. Et cela, par exemple, a permis à des historiens comme Paul Sebag de faire des études sur la population juive tunisienne, très précis, très complet, un peu sur toute la période entre les années 20 jusqu'à l'indépendance, avec nombre d'enfants par famille, croissance démographique, âge moyen au moment du mariage. Il y avait vraiment des statistiques très bien faites. Cette opération était carrément impossible pour la population juive italienne du fait de ce silence des archives. Ce silence a représenté un obstacle presque incontournable, et j'ai dit presque parce que le recours à certaines sources complémentaires, souvent inédites, a permis de contourner ce vide et d'accéder à des données assez complètes, capables d'ouvrir de très bonnes réflexions sur la communauté juive italienne et sur les pratiques matrimoniales. Donc, les avantages des registres d'état civil consulaire à Tunis, c'était de contourner les limites des sources officielles françaises, qui étaient muettes vis-à-vis de la population juive italienne. Ça a permis de créer une base de données spécifique sur les juifs italiens de Tunisie, de proposer ensuite des analyses quantitatives de la population et de repérer une mine d'informations pour ouvrir beaucoup de pistes de recherche. Je passe un peu à une présentation graphique et pratique de cette mine d'informations. Prenons par exemple un acte de naissance. Là, c'est un exemple d'acte de naissance qui se présente dans un registre de l'état civil consulaire italien à Tunis. Alors, je crois que pas tout le monde a la possibilité de lire l'italien, mais je me charge, disons, de l'expliquer petit à petit. Alors, chaque registre contient un numéro bien déterminé d'acte de naissance. Là, par exemple, on a numéro 22. Il y a le nom complet, nom et prénom complet du nouveau-né, ce qui est très utile parce que dans la communauté juive italienne, les homonymies étaient très fréquentes. Donc, des actes de naissance de ce type permettent vraiment de repérer la personne avec une grande précision. Ensuite, dans la colonne à côté, on trouve toute une série d'informations très complètes. La forme, disons, la structure de l'acte est toujours la même, mais standard. Mais ensuite, il y a vraiment une galaxie d'informations. Il y a d'abord des informations sur l'acte en soi. Il y a l'année d'enregistrement de la déclaration. Il y a même la date avec l'horaire de la déclaration. Il y a le nombre de fonctionnaires qui a enregistré l'acte. Dans ces cas-là, troisième ligne, à partir du haut, il y a le vice-consul Rei di Villarei. Donc, ce n'est pas le consul, mais c'est un vice-consul. Là, il y a eu le consul italien qui a délégué sa fonction d'administrateur au vice-consul, qui au nom de Sa Majesté le roi d'Italie, officiel de l'état civil, etc., délégué par le monsieur Beverini, qui était le consul à l'époque, consul général, avec le décret du 24 novembre de 1921. Et ensuite, il passe à décrire la personne qui va déclarer l'acte. Donc, avant de présenter les nouveau-nés, on fait toute une présentation de la personne qui déclare les informations. Dans ces cas-là, c'est le père, et c'était presque toujours le père, du fait qu'il était à la maison et il ne pouvait pas bouger. Et il y a plein d'informations. La personne qui déclare la naissance est précisée avec le nom, avec le prénom, l'âge, la profession, les lieux de naissance, les lieux de domicile et les lieux de résidence. Donc là, par exemple, il y a Levi Guido, qui avait 25 ans, déclaré médecin chirurgien, né à Tunis, en province de Tunisie, domicilié à Livourne, en province de Livourne, et actuellement résident à Tunis. Sur la formulation
de la résidence, il faudrait quand même ouvrir une petite parenthèse, au sens qu'il y a 3 lieux qui sont présentés dans l'acte de naissance, en ce qui concerne le père. Il y a les lieux de naissance, les lieux de domicile et les lieux de résidence. Mais c'est quoi les lieux de domicile? C'est peut-être la partie un peu plus anodine, parce que les lieux de naissance, c'est les lieux où la personne est née. Les lieux de résidence, c'est les lieux où on réside physiquement. Les domiciles, c'est un peu plus ambigu. Dans ce cas-là, par exemple, on met Livourne, mais la personne est née à Tunis, elle réside à Tunis et pourtant est portée à déclarer Livourne comme lieu de domicile. Là, il y a plusieurs façons d'interpréter cette particularité. En fait, c'est un élément très curieux. En théorie, les domiciles doivent correspondre au lieu de résidence, mais dans la réalité, ça indique plutôt un lieu imaginaire, un lieu d'origine de la famille, une appartenance plus idéale que réelle. Mais c'est une donnée très importante parce que ça permet, par exemple, de trouver effectivement les Livournais. Lorsqu'une personne déclare d'être originaire de Livourne, presque toujours, effectivement, il s'agit d'un juif livournais. Les autres personnes, les autres Italiens, déclarent des communes beaucoup plus diversifiées, très souvent qui sont des communes de la Sicile plutôt que de la Sardaigne. Les seuls qui déclarent toujours Livourne, Livourne, Livourne comme ville de domicile, ce sont les juifs livournais. Donc là, c'est un élément, par exemple, qui est curieux, inédit, mais qui permet effectivement d'identifier une population spécifique. Bon, après, il y a aussi des informations sur la mère et sur le nouveau-né. Donc, la personne, le bébé, qui est précisé avec le sexe, les noms et les prénoms. Et finalement, on trouve les noms et les prénoms, l'âge et la profession des témoins. Donc, c'est assez rare que le père qui arrive à déclarer se porte des témoins choisis par lui. La plupart des fois, ce sont plutôt des employés du consulat qui exercent la fonction de témoins, des témoins d'office, des témoins purement formels. Et c'est là, par exemple, j'ai pu le vérifier parce que les noms des témoins sont souvent les mêmes dans les actes. Donc, où c'était des personnes extrêmement populaires et tout le monde les choisissait comme témoins, ou c'était plutôt des employés. Là, par exemple, Di Pasquale Garibaldi est précisé comme employé. Nurri Riccardo, lui aussi, est employé. Ce sont, je vérifie ensuite dans les registres, des employés du consul qui étaient là juste pour pouvoir témoigner avec le père. Pour les actes de mariage, on trouve grosso modo les mêmes informations. On trouve donc nom et prénom complet des conjoints, toutes les informations sur l'acte, donc la date, les fonctionnaires qui a rédigé l'acte, ensuite les données et toutes les informations sur les conjoints, les noms, prénoms, âge, lieu de naissance encore, des domiciles et des résidences, et on trouve les mêmes dynamiques observées dans les actes des naissances. Et ce sont des informations souvent essentielles pour comprendre si les mariages se fait entre deux personnes de la même communauté ou de la même religion, pour comprendre l'âge moyen des époux au moment du mariage, pour comprendre quel est le niveau social de l'épouse. Là, par exemple, on trouve une personne, une femme, Gutierrez Vera Fortunata, qui, comme profession, est déclarée civile. Civile, c'était une formule pour indiquer que la personne était suffisamment riche, suffisamment aisée pour ne pas travailler. Parce que d'habitude, on mettait ménagère, casalinga en italien. Formule qui semblait un peu comme une espèce d'étiquette vis-à-vis de certaines femmes. Ça semblait un peu signaler une humble origine. Mais en fait, dès que la femme venait d'une famille assez riche, on préférait cette formule civile ou benestante, ça veut dire riche, pour indiquer voilà, que la femme était d'une famille riche.
Ensuite, on trouve des informations dans le même acte qui se divisent en deux parties, donc la partie supérieure et la partie inférieure. On trouve les informations sur les témoins. Là, les témoins étaient choisis par la famille. Vous avez coupé votre micro. On ne vous entend plus. Voilà. Oui, parce que j'ai vu que les organisateurs ont coupé l'audio pour tout le monde. Donc, je disais voilà, que le choix des témoins dans les actes de mariage est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a pas des témoins d'office, il y a des témoins choisis par les familles. Et là, ça permet, par exemple, de comprendre un peu les réseaux des sociabilités, de comprendre quelles étaient les alliances politiques et sociales, et parfois économiques, avec des autres membres de la société. Là, par exemple, on trouve des personnes assez importantes. On a Pietro Brignone, qui était un notable de la communauté. On trouve une autre personne, Bensassone Umberto, qui était même un chevalier de la couronne d'Italie, donc là encore un très grand notable de la communauté. Ça permet de comprendre que les mariages se passent entre des familles qui avaient des liens importants dans la communauté italienne en Tunisie. Voilà donc. Et ensuite, on trouve les signatures. Là, ça peut apparaître une formalité, mais en fait, par exemple, pour les études sur la scolarité des femmes, c'est une information très importante. Dès qu'on trouve une signature complète et bien écrite de la femme, ça veut dire qu'il y a un niveau de scolarité élevé. Dès qu'on trouve une ex ou une formule très mal écrite, c'est un indicateur d'une scolarité absente ou incomplète. Quelles sont les limites de ce type de sources? J'ai décrit les atouts, les détails, la richesse, mais il y a aussi des limites. Parce que d'abord, il s'agit d'une source pas trop facile à interpréter et qui nécessite une attention constante, d'un effort critique parfois très minutieux. L'aspect objectif d'un acte de l'état civil, qui est un document officiel, parfois joliment écrit, comme ça, peut porter les chercheurs à se laisser séduire un peu par l'illusion d'impartialité et à prendre toute information pour argent comptant. La réalité, c'est différente. J'ai montré, par exemple, que certaines informations, comme les témoins, comme l'indication du domicile, cachent une complexité profonde, que la forme même de l'acte est biaisée. Notamment, par exemple, dans l'acte de naissance, on trouve plein d'informations sur les pères, très peu d'informations sur la mère. Donc, c'est un acte qui est déjà rédigé, qui prévoit déjà plus d'espace pour le père que pour la mère, et qui donc se trouve déjà biaisé dans sa forme même, au-delà de la personne qui déclare les informations. Et en plus, les actes de l'état civil ne signalent pas des informations importantes, qui parfois sont décisives. Là, j'ai anticipé que j'ai fait des recherches sur la population juive italienne. Les actes de l'état civil italien ne présentent pas la religion du postulant, des déclarants. Donc, comment savoir si la personne indiquée dans l'acte est juive ou pas? Il n'y a pas de certitude administrative, il faut un peu bricoler avec des informations complémentaires qui nous servent un peu comme des sonnettes d'alarme. Donc, par le recours des sources auxiliaires, des listes, des autres documents, et avec un peu de raisonnement critique, on peut arriver à trouver des mariages où les juifs italiens sont impliqués. Là, par exemple, les pistes que j'ai suivies pour comprendre si un mariage, si un acte de naissance concernait un individu d'origine juive ou pas, ou quand même d'une famille juive, ont été trois. Donc, d'abord, le nom des familles. Ça peut être une chose très empirique, mais en fait, on a des listes très précises des noms des familles de la communauté livornaise, des ressortissants de la communauté livornaise. Notamment, moi, je prends une liste qui a été publiée dans le volume très connu de Lionel Lévy. On le trouve en annexe. C'est une liste vraiment très complète, vraiment très utile, surtout pour une population comme celle italienne qui était vraiment divisée en deux grandes sous-communautés, la communauté juive et la communauté catholique, où les catholiques étaient tous ou presque originaires de la Sicile et de la Sardaigne, et donc il y avait des prénoms et des noms qui étaient typiques de ces régions-là. Dès qu'on trouvait un
Bocara, un Spizzichino, c'était presque toujours automatiquement des Juifs livournais. Ensuite, un autre élément, un autre indice qui permettait voilà, de comprendre si la personne était juive ou pas, c'était l'origine. Comme j'anticipais tout à l'heure, dès qu'on trouve une personne qui déclare le domicile à Livourne, c'est presque toujours effectivement un juif livournais. Une personne qui n'était pas née physiquement à Livourne, mais qui gardait un lien émotif, un lien idéal avec cette ville, et qui donc signalait cette origine, disons, imaginée dans les actes de l'état civil. Et ensuite, le milieu social était très important. Le milieu social de la personne indiquée, c'était un élément absolument à retenir. La Tunisie de l'époque était considérée un pays cosmopolite, mais après, concrètement, chaque communauté avait des frontières invisibles qui pesaient lors des événements importants comme les mariages, comme les naissances, etc. Donc, il y avait une certaine tendance à l'endégamie. Les réseaux de sociabilité privilégiaient les membres de la même communauté. Et de cette manière, si dans un acte de naissance, dans un acte de mariage, les parents des époux ont un homme typiquement livournais, s'ils sont tous originaires des Livournes, si les témoins ont des noms typiquement livournais, eh bien, il s'agit d'un mariage entre deux familles et des juifs livournais. Donc voilà, à partir de cette astuce, on peut trouver effectivement une population qui est grosso modo composée des juifs livournais. Comment utiliser donc concrètement les registres de l'état civil? Là, je proposerai dans les 10 minutes qui me restent quelques pistes de recherche que j'ai suivies pour ensuite discuter peut-être des résultats pour pouvoir ajouter des réflexions ou des particularités de mes conclusions. Donc, dans ma recherche, je me suis intéressé surtout des pratiques matrimoniales et du mariage mixte. J'ai pris surtout en compte les actes des mariages, donc je me focaliserai surtout sur les mariages en laissant à côté les naissances et les décès, afin de dresser un tableau d'ensemble et de m'interroger sur la question de la mixité au sein de la communauté juive italienne de Tunisie pendant l'entre-deux-guerres. Donc, quelques données quantitatives sur un total de 282 actes de mariage enregistrés dans la population italienne, que j'ai pu repérer entre 1919 et 1939-40. J'ai trouvé grosso modo 130 mariages où au moins un conjoint était un juif. À partir de cet échantillon, j'ai pu construire des analyses sur les données pour réfléchir sur les pratiques matrimoniales, sur l'impact du mariage mixte dans la population et réfléchir aussi sur la notion de mixité. Parce qu'effectivement, dès qu'on parle de mariage mixte, on peut indiquer plusieurs choses. C'est une notion complexe, celle des mariages mixtes. Là, je propose une analyse, disons, très serrée, très rigoureuse à l'historienne. J'espère de ne pas aller trop dans les détails et trop dans les complexes, mais quand même, j'ai trouvé très intéressant de réfléchir sur la notion de mixité. Déjà parce que la population juive italienne, qu'on considère parfois comme un bloc homogène, présentait une grande pluralité ethnique et démographique à son intérieur. Au sein de la population qui était juive des religions et italienne des nationalités, on trouvait à la fois des juifs d'origine livournaise, mais aussi des juifs d'origine libyenne. Par exemple, dans des actes de naissance et des mariages, il y avait des déclarants qui étaient des nationalités italiennes, qui étaient d'origine juive, et qui pourtant étaient originaires de la Tripolitaine plutôt que de Tripoli, etc. C'était des sujets italiens, parce que la Libye à l'époque était une colonie italienne, et qui avaient gagné la citoyenneté italienne avant d'arriver en Tunisie. D'ailleurs, la Tunisie a effectivement hébergé une certaine émigration des Juifs des Libyes, qui étaient souvent des conditions sociales plutôt humbles, avec une culture et des mœurs très différentes par rapport aux coreligionnaires d'origine livournaise, et pourtant partageaient la même religion et la même nationalité. Et ensuite, il y avait aussi des Juifs d'origine tunisienne qui étaient naturalisés par mariage. Les codes civils italiens de l'époque prévoyaient que dans les cas d'une union avec un sujet indigène, comme on disait à l'époque, le sujet indigène gagnait la nationalité
du conjoint. C'est une façon d'absorber l'indigène et ne pas se faire absorber par l'indigène. C'est une vision typiquement colonialiste, mais qui concrètement permettait à certains individus de gagner la citoyenneté italienne exactement comme les autres sujets qui se faisaient naturaliser par mariage français. C'était la même logique. Et on trouve effectivement des personnes qui ont des noms et prénoms typiquement juifs tunisiens, qui sont nés à Tunis, qui sont grandis à Tunis, et qui pourtant apparaissent comme des sujets italiens. Et encore, donc la mixité, il faut s'interroger sur quel genre de mixité. Mixité religieuse, mixité communautaire, mixité sociale, mixité nationale. Est-ce qu'on peut qualifier de mariage mixte les mariages entre un juif italien d'origine livournaise et un juif italien d'origine libyenne? Est-ce qu'un mariage entre deux familles juives aisées et riches, mais des nationalités différentes, par exemple entre une juive française et un juif italien, on peut les considérer comme mariage mixte? Je vous porte quelques exemples pratiques. Là, je vous invite à observer deux actes de mariage particuliers qui, à mon avis, résument bien cette ambiguïté de la notion de mixité. Premier exemple. Là, on a un acte de mariage de 1922, je crois. 29, des années... Non, pardon, oui, des années 20. Entre un conjoint qui est carrément d'origine livournaise. Si vous regardez sur la gauche, il y a les noms et prénoms de l'époux Grego, Filiberto, Giulio, Vittorio, Elia. Grego, c'est déjà un homme typiquement livournais. On voit que le déclarant signale Livourne comme ville de domicile. Les parents s'appellent Abraham et Esther, donc carrément, il s'agit d'un sujet livournais. Et pourtant, la femme, c'est une femme catholique probablement, parce que Gallo Paolina, ça ne dit rien de livournais. C'est une personne au contraire qui est née à Castellammare del Golfo, donc qui est née en Sicile, qui est donc une personne qui est née en Sicile et ensuite émigrée avec sa famille en Tunisie, donc une autre vague d'émigration par rapport à celle des Livournais. Et donc, on a effectivement un mariage mixte du point de vue de la religion. Ce n'est pas mixte du point de vue de la nationalité, parce que là, on a un mariage entre deux sujets italiens. Ce n'est pas non plus un mariage mixte si on prend comme point de référence le niveau social. Là, la personne, l'épouse d'origine sicilienne est une personne qui est des familles assez riches. Je peux vérifier d'autres informations croisées. Il était d'une famille assez riche. Et donc, du point de vue social, grosso modo, on est sur le même niveau. Deuxième exemple. Là, on a un mariage entre deux sujets juifs, mais d'origine différente. On a un Disegni Giorgio Lazzaro Vita Toselli, o Cosello, le prénom Toselli, oui. Donc d'origine livournaise 100%, il n'y a pas de doute sur ça, et une épouse, Bismuth Louisa. Là, le prénom a été italianisé parce que l'acte est italien. Il y avait cette tendance dans les registres italiens, qui est d'origine, probablement d'origine juive tunisienne. Son père s'appelle Benjamin, sa mère s'appelle Sfez Nedjim Antoniette, donc ou d'origine tunisienne et de nationalité tunisienne, ou plutôt française de nationalité, mais quand même d'origine tunisienne. Donc, du point de vue communautaire, c'est un mariage mixte. Du point de vue religieux, non, parce que c'est un mariage entre deux sujets qui partagent la même religion. Du point de vue social, également, ce n'est pas un mariage mixte. Parce que la femme, par exemple, là, est indiquée comme benestante. Ça veut dire plutôt riche. Ça veut dire que ce n'est pas une mésalliance, cette union.
est considéré comme une alliance entre deux familles également riches, également puissantes, également influentes dans la société. C'est pour ça voilà, qu'il faut s'approcher à la notion des mixités avec une certaine prudence. Il faut toujours savoir de quoi on parle et toujours avoir un peu de recul vis-à-vis des données qu'on trouve dans les actes de l'état civil. Les actes semblent parler, mais en fait, ils restent muets. C'est à l'historien, c'est au chercheur, c'est au lecteur de poser les bonnes questions et de se poser les bonnes questions pour interpréter les données qu'il trouve. Donc voilà, tout cela pour dire que dans mes analyses, j'ai pris en compte surtout la mixité interreligieuse, donc la mixité des mariages entre un juif et un chrétien, ou un juif et une chrétienne, et la mixité, disons, intra-religieuse, donc la mixité entre des juifs livournais et des juifs qui n'étaient pas livournais. À l'époque, certains considéraient ces types de mariage comme un mariage mixte, et donc j'ai essayé un peu de réfléchir avec cette vision du mariage mixte selon les témoins de l'époque. Et j'ai trouvé un peu les informations qui suivent. Donc, si on analyse tous les mariages, donc tous les mariages où il y a au moins un conjoint d'origine juive, on observe une variété relative des solutions, des pratiques des mariages, une faible exogamie intra-religieuse et paradoxalement une assez forte exogamie interreligieuse. Traduit dans des termes super clairs, il y avait plus de tendances à se marier avec un Italien des religions chrétiennes plutôt qu'avec un juif d'une autre nationalité ou d'une autre origine sociale et culturelle. Ce qui est plutôt étonnant. Moi, je l'ai interprété aussi du fait que les registres de l'état civil italien, ce sont une source partielle. Une bonne partie des mariages, par exemple, qui s'est passé entre un sujet juif italien et un sujet juif français, étaient enregistrés dans les registres d'état civil français. Et donc ne sont pas signalés dans ce type de sources, et donc sont sous-représentés. Encore une fois, il faut s'approcher aux sources avec une grande prudence. Si on prend en compte, là, on prend en compte toute la population juive des nationalités italiennes. Si on considère uniquement les sujets d'origine livournaise, on trouve un certain équilibre entre les mariages intra-religieux, donc des mariages avec des juifs qui n'étaient pas livournais, et des mariages avec des personnes qui n'étaient pas juives du tout. Là encore, il faut quand même tenir compte de la source, qui est une source d'origine italienne et qui donc tend un peu à surreprésenter les mariages avec les citoyens chrétiens italiens. Et le fait, voilà, qu'il y avait une certaine intégration, effectivement, des juifs italiens dans la communauté d'émigration italienne en Tunisie. C'est quand même un fait curieux. On peut voir un signe que le parcours de sécularisation de la population livournaise rendait toujours moins discutable l'union avec les non-juifs. Ou encore, je le répète, parce que le problème est lié à la nature de la source. Les mariages des juifs tunisiens, qui étaient probablement plus fréquentes, étaient enregistrés dans les registres d'état civil français. Une chose qui semble un peu plus claire, un peu plus univoque comme interprétation, c'est les tendances à travers les générations. Là, par exemple, j'ai pu faire une comparaison entre deux générations des postulants. Il y a à droite les données relatives au mariage, donc aux unions réalisées entre 1919 et 1939, et à gauche, les unions des parents. Les parents, lors du mariage, déclaraient nom, prénom et nom, prénom du conjoint. Ça permettait quand même de bricoler un peu sur les unions des parents. Et là, une chose qui me semble difficile à discuter, c'est qu'on observe une certaine tendance à l'exogamie, une évolution vers l'ouverture de mariage hors de la communauté livournaise. Tandis que les parents des conjoints, des parents des personnes qui s'étaient unies en mariage dans l'entre-deux-guerres sont pour les 3/4
des mariages endogamiques, des mariages qui se passent au sein de la même communauté livournaise, ces pourcentages deviennent toujours plus faibles une génération plus tard. La génération qui fait son mariage, qui célèbre son mariage pendant l'entre-deux-guerres, a une tendance beaucoup plus forte par rapport aux parents de se marier avec un non-livournais ou avec un chrétien. Et je trouve que là, on peut vraiment trouver une certaine continuité avec une dynamique qui a été déjà soulignée par l'étude de Gilles Boulou et Hélène Néjard pour le 19e siècle, sur la base d'une source qui n'est pas la source des registres d'état civil, mais sont les registres, les ketubot, les contrats matrimoniaux de la communauté livournaise, registres donc qui sont rédigés d'une façon différente par rapport au registre d'état civil, mais qui concourent voilà, à découvrir la même dynamique. Une dynamique qui parle d'une évolution vers l'exogamie, une ouverture progressive au cours du siècle vers les mariages avec d'autres personnes externes à la même communauté livournaise. Voilà, avec ces derniers graphiques, j'ai terminé ma présentation. J'espère ne pas avoir ajouté trop de détails d'informations. J'espère que le fil de la communication a été clair et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Martino, merci beaucoup. Je vais donner la parole, à Thierry. Ensuite, je donnerai la parole à Gilles Boulu et ou Alain Nedjar, puisque vous avez fait, Martino, allusion au travail énorme fait sur le registre des ketubot de la nation juive de Livourne. Auparavant, je vais me permettre de poser moi-même une toute petite question. Vous avez dit à propos de Louise Bismuth qu'il y avait une tendance à italianiser les prénoms. Mais justement, à propos, ce qui est étonnant, c'est que les prénoms pour les hommes sont des prénoms italiens. Je relève par exemple, c'était Guido, Guido, c'est en français Guy, Guglielmo en français Guillaume. J'ai vu aussi il y en avait même un qui s'appelle Euclide. Et donc, est-ce que c'est une constante? Et ça, c'est une question. Et d'autre part, parmi les noms, j'ai vu qu'il y avait effectivement il y avait des juifs, donc des juifs italiens ou des juifs de Tunisie, italiens de Tunisie, qui avaient des prénoms, des patronymes comme Pariente, origine espagnole, Gutiérrez aussi, Cardoso, portugais. Mais bon, ça sont des choses connues. Mais là, je suis très intriguée par les prénoms, parce que souvent les prénoms masculins ailleurs sont ou juifs ou, disons, transparents. Alors, oui, c'est une constante en fait. Le fait d'italianiser les prénoms dans les registres de l'état civil consulaire était une pratique courante. Et là, disons, c'est un peu un piège parce que ça ne permet pas de comprendre bien quelle était la nationalité de la personne concernée. Dans le cas, par exemple, de Louisa Bismuth, je suis plutôt porté à penser d'une personne de nationalité autre que l'italienne, tunisienne ou française, qui a été ensuite italianisée du point de vue administratif dans l'acte, même avant de la nationalité. Pour d'autres personnes, par exemple, Guido Guglielmo Levi, là, je peux certifier, c'est une personne qui est née italienne, d'une famille italienne, et qui donc qui s'appelait véritablement Guido Guglielmo. Donc, ce n'est pas un Guy Guillaume qui a été transformé. Là encore, voilà, la source modifie certaines données et peut porter à des conclusions trompeuses. Donc, encore une fois, il faut s'approcher avec une grande prudence. Merci beaucoup. Et peut-être confronter également au ketubot pour savoir quel était le nom hébraïque de ce Guglielmo. Merci beaucoup. Thierry, et puis ensuite Gilles ou d'autres. Thierry, je vous en prie. Merci Claire, merci beaucoup Martino pour cet exposé à la fois très intéressant et très clair. Merci de nous faire découvrir ces sources absolument précieuses, manifestement pour les historiens, mais également pour les généalogistes. J'ai deux questions. D'une part, sur la limite temporelle de ces registres d'état civil, à partir de quel moment ont-ils été tenus? Pardon?
voilà, le son est revenu. À partir de quel moment ont-ils été tenus et jusqu'à quelle période sont-ils accessibles? C'est ma première question. Et ma deuxième question, je mesure tout ce que tu as dit sur la difficulté d'accéder à ces registres, puisque moi-même j'ai écrit 2 ou 3 fois aux archives diplomatiques italiennes et je n'ai obtenu aucune réponse. Donc je mesure effectivement toute la difficulté d'y accéder. Mais est-ce qu'au-delà des registres d'état civil, tu saurais s'il y a également des registres de protégés, de sujets protégés du consulat italien en Tunisie, et peut-être proche de l'état civil, puisque tenu par le chancelier du consulat également, des actes notariés, qui sont dans les 2 cas des registres qu'on possède pour d'autres consulats, le consulat de France à Tunis en particulier, mais d'autres consulats comme le consulat britannique ou le consulat néerlandais. Est-ce que ces registres-là ont été conservés dans les archives diplomatiques italiennes, au cas où tu le saurais? Alors, merci Thierry. Je vais commencer par la question sur les dates de cette source. Alors, sur la date, disons, finale, sur les extrêmes finales des registres d'état civil du consulat italien des Tunis et des Tunisiens en général, c'est la Seconde Guerre mondiale, la date extrême, c'est-à-dire à partir de 1940, avec le début des hostilités entre la France et l'Italie, il y a quand même une certaine discontinuité entre les actes du consulat. Les consulats cessent de tenir des statistiques sur la population à partir de l'entrée en guerre. Avec la défaite italienne, le consulat est fermé jusqu'en 1948. Et je crois que les registres de l'état civil consulaire à partir de 1948 ne sont pas encore accessibles, parce qu'ils sont encore protégés par les délais de communication pour le fait que les informations sont des informations quand même personnelles et sensibles. Sur la date de début, je n'ai pas demandé aux archivistes, mais je crois que c'est la date de début de l'état civil de toute autre réalité, de toute autre commune italienne. Donc, à partir de 1871, il y a la disponibilité des registres d'état civil du consulat italien en Tunisie. En ce qui concerne les registres sur les protégés et sur les actes notariés, là, j'avoue que je n'ai pas demandé. Donc, comme vous avez rappelé, la consultation de ces sources, c'est une aventure, c'est parfois un défi. Et donc, je n'ai pas osé demander aussi les registres des protégés. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ne sont pas dans les mêmes unités des registres d'état civil. Peut-être sont dans un fonds encore pas classé, parce que les registres, en général, tous les fonds de la diplomatie italienne, de la diplomatie consulaire, de la direction générale des Italiens à l'étranger, sont des fonds qui sont encore pas classés, avec des fortes limitations. Donc, rien n'empêche qu'effectivement sont matériellement conservés aux archives diplomatiques italiennes, mais qui n'ont pas l'autorisation d'être consultés par les publics. Très bien, merci beaucoup. Oui, je peux poser une question? Oui. Oui. Voilà. Je peux poser une question? Alain, je t'en prie. Oui, simplement, je voulais savoir si entre donc 1871 et 1940, est-ce qu'un relevé, est-ce qu'une indexation a été faite par toi-même ou par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a le moyen de faire une indexation de l'ensemble de ces registres d'état civil? Ça nous intéresse particulièrement pour faire le relais en ce qui nous concerne entre Livourne et la période moderne en Tunisie, d'une part. D'autre part, également pour raccorder ces informations, je dirais, contemporaines, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, avec le travail qui a été fait avec Thierry Samama et l'équipe sur la base Bécane de Tunisie. Donc, en l'occurrence, on voudrait combler le vide entre les travaux que nous avons faits nous-mêmes à Livourne jusqu'à 1890, concernant les Juifs de Tunisie, et à partir, je dirais, donc, de 1871 jusqu'à 1940, c'est de voir comment relier et de combler les vides que nous avons. Donc, est-ce qu'un relevé a été fait? Est-ce qu'on peut le faire
faire et comment, c'est ce qui m'intéresse le plus tôt possible pour pouvoir compléter le travail qui avait été initialisé par l'équipe de Thierry Samama et les autres. Merci Alain. Pour mieux répondre à cette question, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on entend par indexation. Indexation numérique, digitalisation? Oui, au moins un relevé, c'est-à-dire un tableau Excel ou bref, un relevé complet sur lequel on puisse travailler. Autrement dit, si nous n'avons pas, je dirais, la réalité des documents en main, est-ce que toi-même tu l'as faite? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un l'a déjà faite pour ne pas refaire le travail? Alors, moi, j'ai pris, disons, une copie digitale de tout acte de naissance, mariage et décès que j'ai pu trouver concernant un juif italien de Tunisie dans l'entre-deux-guerres. Après, j'ai élaboré mes données dans des tableaux Excel, bien évidemment, mais c'est pour une petite portion de la population. Je n'ai pas eu le temps de faire la numérisation et l'indexation de l'ensemble des registres. Par exemple, le registre de naissance, c'est plusieurs milliers des données. Je n'ai pas eu vraiment le temps matériel de le faire. Mais pour les documents, ils sont entreposés, ils sont accessibles. Est-ce qu'on peut les voir, les regarder? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que je les avais déjà posés à vous, Gilles Boulou. Oui, c'est vrai. Oui, alors, si je peux intervenir. À disposition du cercle de généalogie juive et ils attendent d'être, disons, numérisés sur la base, sur la plateforme Bécane. Exact. Oui, moi je voulais juste, si je peux me permettre d'intervenir, dire bonsoir Martino, merci beaucoup pour cette très belle présentation. C'est pour rebondir sur ce que vient de dire Alain. Effectivement, tu as eu la gentillesse de nous communiquer un certain nombre de mariages et de naissances et que j'ai pu utiliser, donc des années 20, des années 30, etc. Et grâce à cela, j'ai pu combler certains chaînons manquants avec Bécane, donc plutôt fin 19e, début 20e. Et ça m'a permis de remonter au-delà, avec toutes les sources qu'on connaît, avec les Ketubot, jusqu'à une période très ancienne. Donc, c'est vraiment fondamental. Ça va combler donc un chaînon manquant au niveau généalogique. Merci. Voilà. L'avantage, disons, de ces registres, c'est qu'il n'y a pas un délai de communication qui empêche la consultation pour l'entre-deux-guerres. Tandis que, par exemple, pour les registres de l'état civil français qui sont conservés à la Courneuve, il y a encore la limite de 1914. Je crois. C'est encore 1914? Oui, c'est encore, oui, on est bloqué. En plus, pour les décès, on est bloqué. Ça devrait être jusqu'en 1920. Ça fait 7 ans qu'on attend 1913-1920 pour les décès à Tunis. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et qui, en plus, je crois, sont encore, disons, qui sont conservés sur bobine avec une qualité parfois limitée, donc parfois de difficile lecture. Tandis que les actes d'état civil consulaire italien, j'ai pu, disons, les numériser en très bonne qualité et donc sont tout à fait lisibles. Voilà. Et puis, je voulais juste dire un petit mot. Tu parlais d'originaire de Livourne. On voit, dans la base Bécane, justement, on voit très souvent la formulation originaire de Livourne chez la population grana, en français. Donc, c'est le registre de la municipalité de Tunis. Et en fait, en faisant la généalogie de quelques familles, je me suis rendu compte même que leurs ancêtres n'avaient jamais mis le pied à Livourne. C'est vraiment un terme générique pour dire les ancêtres en provenance d'Italie. Comme quoi, c'est vraiment un marqueur, effectivement. C'est presque une revendication identitaire. Donc, tout à fait. Est-ce que vous pourriez Gilles, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est la base Bécane? Parce que ce n'est pas clair peut-être pour tout le monde. Alors, la base Bécane, Thierry pourra en dire encore plus de choses sur moi, parce que c'est lui qui l'a initialisée. C'est une base de l'état civil des Juifs de Tunisie, qui a été mise en ligne en 2014. À la suite de très nombreux relevés, notamment aux archives diplomatiques de la Courneuve. Et donc, vous avez les registres surtout de décès, puis quelques naissances entre 1886 et 1913, notamment. Merci beaucoup. Je précise que c'est bien sûr qui a été mis en ligne sur le site du Cercle de généalogie juive. Et vous avez beaucoup de juifs italiens, d'ailleurs, mais ce que fait Martino pourrait complète utilement cette base, parce que lui, il a des éléments donc de la génération d'après, on va dire. Des années 20, les années 30 que nous n'avons pas. Donc, c'est très utile. Et puis, je voulais poser une dernière question à Martino, peut-être un peu complexe, par rapport aux archives. Et Martino, est-ce que tu sais où sont localisées en Italie les archives consulaires du Grand-Duché de Toscane, etc., de Venise, avant l'unification italienne?
Il se trouve toujours au ministère aux archives du ministère des Affaires étrangères qui ont pratiquement reçu toute la production documentaire des prédécesseurs, donc de la diplomatie des États préunitaires. Il y a des fonds préunitaires qui sont objets d'une indexation précise et séparée et qui sont consultables en grande partie. D'accord, merci. Une nouvelle source. Je vois qu'il y a une question sur le blocage des archives. C'est une question de loi. Je vois que Raphaël Ben Baron pose la question. Hein, c'est une question simplement de la loi des archives communicables, 75 ans, 100 ans. Normalement, ça devrait être 75 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question à poser, Gérard Bruno. D'abord, bravo pour cette présentation très claire et synthétique. Et c'était vraiment un plaisir à écouter. On écoutait ça comme un roman. Et ma question concerne sur les résultats statistiques que vous fournissez à la fin. Vous donnez des pourcentages. Est-ce que vous avez une idée des valeurs absolues? Une idée? Oui, c'est une idée des valeurs numériques correspondantes. Quand on dit 70%, ça fait combien de personnes? Alors, valeur numérique, oui. Par exemple, sur cette diapo, effectivement. Par exemple, sur cette diapo, on parle grosso modo d'une trentaine de mariages entre juifs livournais et chrétiens. D'accord. Et également une trentaine de mariages, une quarantaine de mariages entre juifs livournais et juifs d'autres origines. OK. Donc, numériquement, oui. C'est effectivement des chiffres que je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai recherché sur d'autres sources, moi, j'ai fait aussi une recherche sur les dossiers de naturalisation, donc des Italiens qui prenaient qui demandaient la citoyenneté française pendant l'entre-deux-guerres et qui envoyaient donc des dossiers qui sont conservés d'ailleurs à la Courneuve où présentaient leur nom, prénom, conjoint et comme ça. C'était souvent des familles, donc il y avait des couples qui s'est naturalisé. Là, par exemple, l'impact du mariage interreligieux est extrêmement limité. J'ai trouvé genre 5% des mariages qui concernaient un juif ou une juive livournais ou livournaise avec un conjoint chrétien, de toutes nationalités confondues. Tandis que là, par exemple, j'ai trouvé des chiffres beaucoup plus élevés. C'est qui m'est fait quand même, ce sont des chiffres en termes absolus qu'on ne peut pas contester, mais sur les pourcentages, c'est toujours un peu une question de perspective. Et petite alinéa, la question, est-ce que vous avez essayé de faire une répartition temporelle, par exemple tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour avoir une évolution de ces pourcentages? Alors, non, mais parce que l'échantillon ne permettait pas, à mon avis, une division des résultats efficaces. C'est-à-dire, si on avait par exemple des chiffres autour de 1000, 2000, on aurait pu effectivement faire un travail de ce type-là. Là, sur 130 mariages, ça risquait de trouver des chiffres aléatoires. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je préférais quand même faire la comparaison avec la génération des parents. Là, on avait quand même un maître de comparaison, un critère de distinction nette et universelle. OK, merci. Je vous en prie. Il nous reste quelques minutes avant que nous libérions Martino, qui nous avait dit avoir besoin d'être libéré à 20 h. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou est-ce que, Martino, vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Alors, de remercier tout le monde et d'exprimer les vœux que les résultats de cette recherche soient bientôt publiés. En fait, j'ai déjà un article sur l'analyse des registres des mariages, sur les mariages et sur les actes de mariage du registre de l'état civil consulaire italien, qui devra probablement être publié bientôt par les éditions CNRS dans le cadre des actes d'un colloque qui a été fait à la fin de 2017.
La publication a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais on est confiant qu'on pourra aboutir à la publication d'ici à la fin de l'année. Donc, je serais ravi quand même de présenter les résultats de cette recherche de façon exhaustive et complète d'ici à la fin 2021. Voilà. Bien. Et puis, voilà, je crois qu'aussi vous écrivez quelque chose pour la revue. Hein, alors également. là, oui. Oui, bah, merci. j'ai essayé de faire disons une contribution un peu plus ciblée sur la généalogie, sur certaines histoires familiales, et de laisser la partie un peu plus scientifique, purement historique ailleurs.